Donne-moi 2 secondes, je suis en train d'écrire à mon contracteur. Pourquoi? Parce que je suis en train de réaliser un flip. Et tu regardes sans doute cette vidéo parce que tu es intéressé par le flip en immobilier. Tu as dû entendre effectivement qu'on pouvait faire des gros montants d'argent avec le flip en immobilier. Et c'est vrai. Alors dans cette vidéo, je te dirai exactement ce que tu dois faire pour réussir à faire ton prochain flip en immobilier. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur en immobilier. Ma spécialité, c'est beaucoup plus le multilogement, mais j'ai commencé ma carrière en immobilier en faisant des flips. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis d'accumuler un petit pactole, une petite grosse mise de fonds que j'ai utilisé par la suite pour acheter les plus gros bâtiments. Ce qui est intéressant avec le flip immobilier, c'est que tu achètes une propriété à un certain prix et ton objectif dès le départ est de la revendre à un prix qui est beaucoup plus élevé. Ce que ça va faire, c'est que si tu réussis ton coup, tu vas pouvoir te dégager un coussin que tu vas pouvoir utiliser derrière pour investir dans d'autres choses. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Comment faire, quelles sont les astuces pour réussir à bien faire son flip en immobilier. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à t'abonner, première chose. Deuxièmement, pense bien à smasher le bouton like pour t'assurer que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Et troisièmement, partage-la à ta team parce que plus on est de fous et plus on rit. Première astuce, tout simplement, puis ça tombe sous le sens. Si tu veux réussir à faire un flip en immobilier, il faut que tu aies un maximum de profit lorsque tu achètes le bien. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois t'assurer d'acheter le bien le plus bas possible. Pourquoi? Parce que le but ultime, c'est de le vendre le plus haut possible. Cependant, il y a un bémol. Souvent, un flip, ça va beaucoup plus loin que de juste acheter une maison pour la revendre. Il y a des stratégies beaucoup plus avancées, comme par exemple, acheter un bâtiment qui est par exemple un multilogement et le convertir en condo. Parce que de facto, tu vas pouvoir le vendre beaucoup plus cher à la pièce. Ou bien prendre une approche qui consiste à acheter un bâtiment et y rajouter un logement, par exemple. On s'entend que dans ces cas-là, tu as un peu plus de marge. Alors, ne prends pas ce que je te dis ne prends pas à la lettre, mais l'idée derrière, c'est de dire, tu dois t'assurer de pouvoir avoir un bon deal à l'achat. Comme ça, tu as un maximum de marge et de place pour pouvoir réaliser ton projet. Deuxième astuce, et crois-moi, c'est super important. Si tu ne t'y connais pas en travaux, si tu n'es pas capable d'estimer les coûts de travaux, c'est pas grave. Mais va quand même te chercher un partenaire. Va t'associer avec quelqu'un qui maîtrise ça. Parce que dans un deal, dans un flip, il y a 2 parties. Il y a tout ce qui est relatif au projet, à la vision, je vais acheter à tel prix, je revends à tel prix, mais il y a aussi l'exécution. Et c'est très souvent là que les gens perdent leur chemin. C'est très souvent là que les gens perdent de l'argent. L'exécution consiste à pouvoir contrôler les coûts, mais surtout être en mesure de pouvoir réagir correctement en cas de problème. Et c'est là que tu vas avoir quelqu'un qui a une certaine expertise, quelqu'un qui a déjà vu ce genre de problème par le passé, et qui saura te dire, voici la façon la plus économe, la plus efficace de régler le problème. Et ça fait toute la différence entre un projet qui est un flip ou un flop. Troisième élément, ne néglige pas les dépenses opérationnelles. C'est assez facile de dire, je vais acheter à 400 000, je vais mettre 200 000 de travaux, ce qui fait 600 000, je revends à 800 000. Très bien. As-tu pensé à la taxe de bienvenue lorsque tu as acheté? As-tu pensé à l'assurance que tu dois prendre pendant les travaux? As-tu pensé au paiement que tu dois continuer à faire si jamais tu as un prêt régulier? Pire si tu as un prêt privé. On a tendance à oublier les coûts de détention. Puis là, on finit le projet et là, on se rend compte que finalement, c'était pas si payant que ça. Pourquoi? Parce qu'on a sous-estimé certains coûts. Alors, il est préférable bien à l'avance d'avoir vraiment une vision complète de tous les coûts qui vont arriver, surtout les coûts de détention, afin de pouvoir bien planifier son projet. Quatrième élément, et là, je te parle vraiment d'expérience. Quand tu fais un projet, quand tu fais un flip, assume toujours le scénario pessimiste et assure-toi qu'au pire des cas, le projet est rentable. Parce que si dans ton scénario pessimiste, le projet n'est pas rentable et que tu te lances quand même dans ce projet-là, tu peux te retrouver à perdre beaucoup d'argent si jamais ça ne se passe pas comme tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est préférable de se dire, au pire des cas, je fais 50 000. Au meilleur des cas, je fais 250 000. Mais au pire des cas, je serais quand même confortable de faire 50 000. Par contre, si ton projet ne fonctionne que si tu tombes sur ton scénario le plus optimiste, bah là, si tu n'arrives pas à atteindre cet objectif-là, tu peux rapidement te retrouver à perdre de l'argent. Et ça va très vite. Ça va très vite. Entre la ville qui te demande de changer quelque chose, entre un locataire qui te coûte beaucoup plus cher pour récupérer le logement, tes coûts peuvent rapidement exploser. Et ça, c'est des coûts aussi dont je t'ai parlé tantôt qu'il faut t'assurer de ne pas oublier. Combien ça va te coûter de pouvoir négocier avec les locataires? On est au Québec et ici, il est très compliqué
La gestion des locataires est quelque chose de très, très, très compliqué dont tu dois tenir compte. Cinquième élément, fais les vérifications auprès de la ville. On est dans un contexte qui est assez, je te dirais, le Québec est assez à gauche, surtout au niveau des villes, des mairies. Forcément, c'est la plus grande tranche de la population et par conséquent, c'est des votes potentiels pour eux. Alors, ce que tu veux t'assurer de faire, c'est avant de lancer ton projet, de faire toutes les vérifications qui sont requises au niveau de la ville pour t'assurer que le projet que tu veux faire rentre dans les règles qui sont définies par la ville. Je vais te donner un exemple concret. Avec un partenaire à moi, on a acheté un bâtiment dans le sud-ouest de Montréal, dans Verdun. Et on l'a acheté à 800 000, en pleine effervescence. Et notre projet était de le convertir dans 2 belles maisons. Donc, c'était un bâtiment de 4 logements. On voulait couper en 2 au milieu, le convertir en 2 belles maisons qu'on aurait vendues à 1 million chacune. Et c'est ce qui s'est passé. La ville a passé une loi qui nous interdisait de réduire le nombre de logements. Donc, de passer de 4 à 2. Le projet marchait plus. Ensuite, on s'est dit qu'on c'est pas grave, on va convertir ce 4 logements en 4 beaux condos. Et qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? Il y a une loi qui est passée qui interdisait les conversions, ou tout au moins qui rendait plus compliqué les conversions. La morale de l'histoire, c'est que finalement, on a fini par revendre le bien, on l'a quand même revendu à un très bon prix, on l'a revendu à 970 000. Mais la morale de l'histoire, c'est de dire que il faut que tu t'assures, avant de partir en projet, d'aller vérifier auprès des autorités locales si ton projet est vraiment en adéquation avec leur vision de la vie. Très probablement non, s'il s'agit d'un flip, mais tu veux quand même t'assurer que ton projet rentre dans les cases qui font que tu pourras quand même l'exécuter tout en étant couvert par la loi. Super important. Sixième élément, une fois qu'on a fini, t'as réussi à faire ton achat à un bon prix, t'as bien estimé tes travaux, t'as vérifié ce que tu devais vérifier avec la ville, t'es allé te chercher un partenaire. L'élément suivant, c'est quand il s'agit donc de faire l'exécution, la transformation de ce bien-là. Je t'ai parlé tantôt de t'associer avec quelqu'un qui connaît ça. Je te dirais qu'un élément qui est important, c'est la RBQ. Donc, c'est la Régie du bâtiment au Québec. Au Québec, quand tu fais des travaux, tu dois t'assurer d'avoir un certain niveau d'utiliser des fournisseurs qui ont des licences. Si tu me demandes mon avis, c'est une mafia. Mais en gros, tu dois t'assurer d'utiliser certains fournisseurs qui ont des licences et donc qui coûtent très, très, très cher. Intègre-le dans ton plan de projet, intègre-le dans tes coûts parce que je te parle par expérience, j'ai vu des gens faire des projets sans aller chercher des fournisseurs qui avaient l'air RBQ. Ils se sont fait arrêter et derrière, ça leur a coûté très cher. Mais surtout, c'est qu'ils ont dû augmenter leurs coûts par la suite puisqu'ils devaient aller chercher déjà avec des licences et leur projet ne marchait plus. On retourne vers ce que je t'ai dit tantôt, t'assurer que ton scénario pessimiste fonctionne quand même. Donc, c'est pour ça qu'à ce stade-là, tu vois, il est important que tu planifies à l'avance ce genre de choses, que tu l'intègres dans tes coûts et que lors de l'exécution, limite, que tu t'associes avec quelqu'un qui, lui, a sa RBQ pour derrière te permettre de pouvoir bien contrôler tes coûts. Bon, là maintenant, le bien est prêt. Tu veux passer au niveau de la vente. Une chose aussi que tu dois absolument faire, c'est t'assurer que les prix que tu avais estimés pour la revente correspondent au prix du marché. Et si tu veux savoir les prix du marché, que ce soit les prix de vente des condos au pied carré ou des duplex ou des triplex ou même des condos indivis, je t'invite à regarder dans la description. Tu trouveras un lien vers mon application Upkey dans lequel je te dis exactement combien vaut un condo au pied carré dans chacun des quartiers de Montréal. Et je te dis aussi à combien tu peux espérer revendre un duplex ou un triplex ou même un 5 logements en fonction de ses revenus. Donc là, on arrive sur la fin du projet. Tu t'apprêtes à revendre ce bien. Tu es allé sur Upkey pour estimer combien ça vaut. Mais c'est là que tu dois prendre des décisions qui sont stratégiques. En 2021, pour moi, il est inconcevable de faire une mise en marché, de mettre un bien en vente, si tu ne fais pas du home staging. Qu'est-ce que je veux dire par là? Du home staging, ça veut dire que tu dois t'assurer de stager ton bâtiment. Ça veut dire quoi stager? C'est que tu mets des beaux canapés, des beaux rideaux, tu mets des beaux coussins. Tu t'assures que la personne qui rentre dans le logement est en mesure de se projeter. Ça prend pas grand-chose. 2-3 articles comme ça. Ça te prend des petits articles qui vont rendre le logement habitable parce que quand l'acheteur va arriver dans le logement, il va pouvoir se projeter. Ça fait toute la différence sur un prix de vente à 200 000 ou à 225 000. Dernier élément que je vais te donner, ne le vends pas par toi-même. Si tu veux maximiser ton prix de vente, tu veux t'assurer d'avoir un maximum de trafic de gens qui voient ton bâtiment, qui voient ton appartement, qui voient ton logement. Et comment tu fais ça? Tu le mets sur la plateforme où il y a le plus de vues en termes d'immobilier au Québec, Centris. Et comment tu fais ça? Tu passes par un courtier. Ma firme et moi, j'ai une firme de courtage en immobilier. Si tu viens de faire un flip que tu veux revendre, je t'invite à prendre contact avec nous. Tu trouveras un lien dans la description.
Mais l'idée, c'est de dire, si tu veux vraiment maximiser ton prix de revente, assure-toi de le lister sur un site comme Centris en passant par un courtier, parce que plus il y aura de gens qui vont le voir et plus tu auras de chances de le vendre à un prix maximum. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. À nouveau, pense bien à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires et je te vois une prochaine fois. Salut!